Oui, en épilogue, donc, Joseph Faure me passe une citation de Jacotet. Le problème pour notre esprit serait moins d'entasser des rochers, de bâtir des temples, que d'ouvrir des passages dans les murs. Et en pensant à cette voyage d'une langue à l'autre, en voyant associer deux noms d'immenses traducteurs, Jacotet et Bernard Hoeffner, que j'ai eu la chance de connaître, j'ai essayé de me dire, dans les titres d'Hoeffner, lesquels pourraient convenir à Jacotet. Alors, Anatomie de la mélancolie, la traduction de Burton, c'est sûr. C'est sûr. Hoeffner avait traduit magnifiquement Sir Philip Sidney, la défense de la poésie, c'est sûr. Hoeffner avait écrit un livre à la fin de sa vie, qui était un livre un peu drôlatique, qui s'appelait Portrait du traducteur en escroc, c'est sûr que non. Hoeffner n'aurait jamais, Philippe Jacotet n'aurait jamais accepté cela. Et je pense qu'il aurait aimé le ton, évidemment, joueur de Hoeffner, mais il ne se le serait pas appliqué. Plutôt portrait du traducteur en funambule. Et puisque tu as cité Trunas, je pense que ça serait bien aussi, par rapport à Dieu le Fils, d'en lire un petit passage. Et vous allez voir que dans ce petit passage, Jacotet fait ce qu'il fait toujours, c'est que au moment où il va tomber dans la tristesse ou dans le désarroi, pour équilibrer sa barre, il prend un poème d'un autre. Et donc il raconte cet épisode, c'est que, invité par Marie, la fille d'André Dubouché, en avril, le 20 avril, dit-il, à dire quelques mots à l'enterrement d'André Dubouché, il lui envoie ce texte qu'il compte prononcer. Voilà ce qu'il dit, et vous verrez que vous n'êtes pas absent de ce texte. Dans la dernière lettre reçue d'André Dubouché, datée du 31 mars, ces mots, arrivés à Truinaz dans une merveilleuse tempête de neige. Alors, me sont revenus ces vers de Hölderlin. C'est extraordinaire. Et la neige, comme des muguets de mai, qui signifie noblesse d'âme, où qu'elle soit, brille avec le vert des prairies au flanc des Alpes, là-bas où s'en va sur la haute route, parlant de cette croix au bord du chemin planté, en souvenir des morts, un voyageur avec l'autre. Mais qu'est-ce donc? Et il poursuit. Noblesse d'âme, mot devenu presque imprononçable, c'est pourtant ce que nous avons tous aimé, admiré chez Dubouché, comme sa fougue préservée jusqu'au dernier jour, malgré ce qu'il a dû endurer, et cette vaillance, elle aussi, gardée jusqu'au bout, et que je lui ai toujours enviée. Aussi bien, chaque fois que nous revenions de Truinas, Anne-Marie, que vous avez vue, et moi, nous nous sentions revigorés, retrempés, et si c'était encore de jour, il y avait à droite de la route du retour. Après Dieu le fit, l'étroite rivière qui brillait en avant de nous comme de la lumière qui nous eût précédés, conduit, ayant fendu par endroits, la roche elle-même brillante. Et donc cette manière qu'il a de mêler ce qu'il a de plus intime et le muguet de Hölderlin, c'était ça, Jacotet. Merci beaucoup. Qui va dans le même sens, il y avait Jacques Dupin à l'enterrement d'André Dubouché, le poète Jacques Dupin, qui peut-être vous dit quelque chose. Poète français, ils étaient au même événement. Il est d'ailleurs mentionné dans Trunas, et il a écrit quelques lettres à Philippe Jacotet. Il admirait énormément l'œuvre de Philippe Jacotet, ce qui est rare entre contemporains, parfois la concurrence étant plus forte que l'admiration. Et il a dit, ça conclut bien ce que tu as dit, que son livre sur la Grèce et l'Égypte, qui s'appelle Cristal et fumée, que c'est un titre qui est un autoportrait. Je trouve que c'est assez beau. Philippe Jacotet, c'est à la fois cristal et fumée. C'est une lettre qui le dit, il dit
un titre qui est un autoportrait, une lumière qui est la vôtre et la merveilleuse liberté de votre écriture que je jalouse, qui n'est pas à ma portée. Vous êtes et serez toujours près de moi, cristal et fumée, une ligne de conduite, un modèle de transparence et de justesse, et le contrepoint de la clarté. Vous vous déplacez sur la crête. C'est assez beau. Hein? Merci Jacques Dupin. Voilà. Est-ce que vous acceptez quelques questions du public, s'il y en a? Toutes les questions. Toutes les questions. Est-ce que quelqu'un veut interroger l'un ou l'autre? Moi, je vais poser une petite question quand même. Dans le documentaire, on voit Philippe Jacotet jeune, qui parle des peintres et des poètes en disant que c'est au moment où la température interne est assez haute pour qu'une ébullition se produise qu'on commence à écrire ou à peindre. Et donc, à ce moment-là, quand il dit ça, il est loin de la modération dont vous avez parlé à la fin. Est-ce qu'il aurait appris à trouver une autre température de création, c'est-à-dire peut-être à faire la cuisine autrement? Et voilà. Ça me fait penser à un ami peintre qui me disait asiatique, qui me disait que pour faire le thé, c'était mieux de ne pas atteindre la température d'ébullition. Voilà, c'était meilleur, et que lui, il reprenait ça dans ses pratiques créatives. Voilà. Fin de la question. Non, merci beaucoup pour cette question. Elle prolonge en la ramifiant la remarque qu'avait faite Joseph Laure, c'est-à-dire l'expression, pour Jacotet, c'est une opération dans laquelle il ne s'agit pas du tout d'écraser ce qu'il y a de plus vif, de plus brûlant en nous, mais il s'agit de pouvoir le communiquer au lecteur pour que le lecteur puisse s'en emparer. Et je crois que ça, si vous voulez, c'est une marque de fabrique. Hein. Alors, dans un livre qu'elle a consacré à Jacotet, traducteur, hein, notre ami Mathilde Vichère parle d'effacement. Je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais pour Jacotet, poète. C'est pas un poète qui s'efface, mais c'est un poète qui cherche une musique qui va transformer l'incandescence, les 90 degrés avant l'ébullition, je ne sais pas quoi, il va le transformer en une matière communicable. Et il y a une manière d'ailleurs de le vérifier, c'est de voir les musiciens qu'il aime. Les musiciens qu'il aime, c'est souvent des musiciens de l'adagio, ou des musiciens cristallins, ou des musiciens d'une espèce de ligne pure qui, justement, retiennent l'émotion de manière telle que quand elle vous arrive, elle explose, elle déflagre. Et en fait, Jacotet est un poète extrêmement émouvant, mais extrêmement émouvant. Et cette émotion, elle ne vient pas justement de la déflagration, elle vient de la retenue de la déflagration. Et quand il arrive, ça explose. Et ça, c'est très frappant. Hein. Si vous voulez, je prends un exemple, mais c'est un mauvais exemple, mais c'est comme si on disait Verdi, c'est plus émouvant que Bach. C'est pas sûr. Pas sûr. Peut-être qu'il y a dans la retenue de Bach, ou de Monteverdi, ou de Schumann, Schubert, les musiciens qu'il aime, une intensité de retenue qui permet la déflagration. Du coup, ça en fait effectivement un poète assez inactuel, parce que c'est pas du tout un poète du cri, Jacotet. Il est avant-gardiste. Il n'est Oui. pas inactuel, il est avant-gardiste. Il annonce ce qui vient venir après le règne de la tyrannie de la pensée unique. À propos d'effacement, ça c'est très bien que tu le dises, ça c'est la légende éculée de Philippe Jacotet qui a été véhiculée malheureusement par un vers qu'il a beaucoup regretté lui-même, dans l'ignorant, l'effacement soit ma façon de resplendir. C'est beau, mais c'est assez prétentieux. Hein. Il faut avoir pas mal d'ego pour dire que l'effacement soit ma façon de resplendir. Il le savait, il avait de l'humour, il m'a dit j'aurais jamais dû écrire ça.
Et ça a été repris sans arrêt. Jean-Michel Maupoy, qui est un des très bons commentateurs, pédagogues de la poésie et du lyrisme en France, parle toujours du poète de l'effacement. Alors je dirais non, non franchement pas, mais je dirais pour aller dans l'idée qui est la sienne sans doute, poète du scrupule, poète du souci, du scrupule, mais pas de l'effacement. Mais c'est vrai qu'au lieu d'affirmer les choses comme Char ose le faire, une sorte de poète, prophète, mage sur un piédestal, Philippe Jacotet, il est dans la précaution, dans le scrupule. Il y a une sorte d'éthique morale, toujours en travail, mais qui... Hein, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un passage, je crois que c'est dans celui-ci, hein, où il parle de Char, et l'intervieweur croit lui faire un compliment, et d'une certaine manière c'en est un, en le rapprochant de Char. Et il dit, oulala, moi je vois surtout ce qui nous sépare, hein, c'est que Char, c'est un poète aigle, hein, qui surplombe le monde, hein, et qui fond en une seule prise, hein, et qui ressort un vers magnifique, évidemment, la vérité, la blessure, le rapprocher du soleil, bon, etc., des vers fracassants. Il dit, non, non, moi, en fait, je pars d'en bas. Je pars d'en bas. Parole d'en bas, d'ailleurs, c'est un titre de ces paroles d'en bas. Et donc, à mon avis, à ce titre aussi, c'est un poète d'avant-garde, c'est-à-dire qu'il a la conscience, hein, que le monde dans lequel on fraye, hein, on avance, on tâtonne, on tombe, etc., c'est le lieu d'où doit partir la parole. Alors, évidemment, il regarde vers le ciel, hein, il le dit d'ailleurs, mais il regarde vers le ciel d'en bas. Et d'ailleurs, c'est la manière dont il lit Baudelaire aussi, hein, il lit Baudelaire comme ça. Quand on a fait un prospectus publicitaire pour la Pléiade, le directeur de la Pléiade m'a demandé de donner des idées. Moi, je ne savais pas très bien, on a dialogué. Et finalement, en dialoguant, il a décidé de mettre un poète sans piédestal. Sans piédestal, qui parle d'en bas. Parce que le balbutiement, l'hésitation, la maladresse, moi je l'ai découvert, j'avais 18 ans. Hein. C'est difficile de se balader à Truinas avec son piédestal. On tombe. Et c'était un poète, pour moi, qui parlait pieds nus. On n'avait jamais vu ça. On connaissait les merveilleuses envolées de certains poètes, Aragon, c'était énorme, mais c'était grandiose. Et puis il y avait un sens de la langue française qui était gigantesque. Chez Philippe Jacotet, c'était beaucoup plus prudent, mais affirmé. Je dirais qu'il a vraiment l'audace de la prudence. Et la maladresse n'est pas un handicap, c'est une forme d'héroïsme de l'affirmer et d'avancer comme ça. Son œuvre en témoigne, elle est extrêmement lue aujourd'hui. Oui, elle a une réception grandissante. C'est un des poètes de langue française les plus traduits au monde. Traduit en coréen, en chinois, en géorgien, dans toutes les langues de l'Est, en hébreu, en Italie, bien sûr, en anglais maintenant, aux États-Unis, en allemand, tout. En espagnol, en partie. Il est en chinois, en japonais, c'est incroyable. En vietnamien, il a une aura immense. Je pense que c'est un auteur avant-gardiste, en fait. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste du tout de la poésie et j'essaie parfois du mal à rentrer dans certaines poésies. Mais Jacotet m'a fait aimer la poésie. Et par rapport à ce que vous avez dit, justement, je crois qu'il parle à tout le monde et aux gens qui ne sont pas spécialistes de la poésie. Et il permet d'aller... On se reconnaît, je dirais, dans Jacotet. Toute personne qui lit Jacotet trouve quelque chose qui lui correspond. Moi, je crois que c'est sa force. Et, comme vous disiez, il est sans piédestal. Moi, j'habite la région et je l'ai croisé souvent à Grignan, à la fin de sa vie, évidemment, où il est tout menu, il marchait doucement, mais on a l'impression dans sa poésie que c'est ça aussi. Il y va à petits pas, comme vous avez dit, je crois, à un moment.
Et il donne cette force au mot et à l'émotion lorsqu'on le lit. Un petit peu comme la musique peut créer la même sensation ou un tableau. Il aimait beaucoup la peinture et il en a parlé beaucoup aussi de la même façon. Et moi, en tout cas, dans la poésie, où j'ai du mal des fois de lire certains, de les comprendre, de voir cette accumulation de mots qui, des fois, je vais parler que pour moi, me dérange. Lui, il a cette simplicité. Il est très proche de la prose d'ailleurs. Même dans sa poésie, on a l'impression qu'il raconte quelque chose. La prose et la poésie sont très, très mélangées chez Philippe Jacotet. C'est une poésie narrative. C'est drôle, ce que vous dites rejoint tout à fait ce qu'un étudiant très jeune m'avait dit à la librairie Kléber à Strasbourg. On avait fêté la Pléiade, la sortie de la Pléiade en 2014. Il était venu à la fin de ma présentation, puis il m'avait dit « Moi, j'aime cette œuvre ». Donc, il avait 24 ans. Parce que c'est la seule qui laisse une si grande place au lecteur. J'avais trouvé assez beau comme remarque. C'est un peu ce que vous dites au fond. On a de la place pour respirer, pour penser, pour exister dans l'œuvre. C'est pas fermé et puis on vous met une dalle bien très belle sur les pieds. C'est plutôt un discours ouvert, mais il est ouvert grâce à la traduction, justement aussi, parce que lui-même est ouvert à l'autre. Et lui-même travaille avec l'autre. Alors, quand l'œuvre est finie, c'est nous qui continuons le mouvement. Merci. Oui, écoutez, merci pour cette découverte. En tous les cas, pour moi, c'en est une capitale, parce que je ne connaissais pas du tout Philippe Jacotet, donc je vais m'empresser de le lire. Je l'ai acheté même. Donc, puisque vous avez fait le rapprochement entre Philippe Jacotet et René Char, je pense que chaque poète, chaque écrivain est fortement inspiré aussi par la vie qu'il a vécue. Enfin, René Char, c'est un combattant, c'est un résistant, c'est quelqu'un qui a côtoyé la mort pendant des années. Donc, ceci explique peut-être sa poésie coup de poing, sa poésie directe. Donc, ces deux vies, je ne connais pas spécialement la vie de Philippe Jacotet, mais ce sont deux vies qui sont peut-être pas comparables non plus. Ah, mais dans nos esprits, il n'y avait pas la moindre envie de réduire la grandeur de René Char, hein, pas du tout. C'est pas simplement l'expérience de la guerre hein, qui a rendu Char comme ça, c'était aussi parce que si vous regardez la manière dont il traverse le surréalisme, il a déjà, hein, dans les années 30, cette extraordinaire puissance d'image, hein, des images qui sont des images souvent où il associe des abstraits, des concrets, en mettant des termes, des valeurs, générosité, beauté, etc. Et il va, si vous voulez, c'est un poète qu'on pourrait appeler, si vous me permettez ce raccourci, c'est un poète formulaire. Voilà. Formulaire. Il aime la formule. Hein, et nous toutes et nous tous, hein, on s'est fait des t-shirts, des posters avec les phrases de René Char. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai écrit sur mon mur cette phrase merveilleuse de Partage formel. Dans notre vie, il n'y a pas de place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Formidable, formidable. Toute la place est pour la beauté. Évidemment, toute la place est pour la beauté. Donc ça, mais ça, si vous voulez, c'est le poète formulaire. Poète formulaire, poète du scrupule, comme dit très justement Joseph Laure. Et un poète du scrupule, ça ne peut pas être un poète formulaire, c'est contradictoire. Et un poète formulaire, ça ne peut pas être un poète du scrupule non plus. Donc, ce sont les poètes, et ça je crois que c'est bien, votre remarque est forte pour ça aussi, hein. Les poètes, ce sont des tempéraments, c'est vraiment des tempéraments. Et
Et quand on voit des entretiens, il y en a des entretiens de Char. Char, il fait peur. On a toujours peur de dire une connerie avec Char. Jacotet, lui, il est extrêmement accueillant, il est prudent, il reprend, il corrige à peine les mauvaises questions, il cherche ce qu'il y a de vrai dans la formule que quelqu'un a dite et qui n'est pas bonne. Voilà. Tu te souviens, il y a un titre de René Char, moi je trouve que ça résume très bien, c'est L'âge cassant. L'âge cassant. Voilà. À ce propos, je suis tout à fait d'accord, la Pléiade. Le Pléiade de René Char, du vivant de l'auteur, ce qui est très rare, du vivant de Philippe Jacotet aussi, c'est passé tout à fait autrement. René Char a phagocyté les chercheurs, ou la chercheuse, je ne sais plus, et il a plus ou moins contrôlé absolument tout ce qui allait être dit sur lui. Il s'est construit son Pléiade. On dit d'ailleurs que la Pléiade René Char devrait figurer dans la liste de ses œuvres. Philippe Jacotet, l'inverse, il avait une grande estime pour le chercheur. Il faut peut-être juste mentionner effectivement que tu as lu Hölderlin, il a fait le Pléiade Hölderlin. Il était responsable de ce Pléiade, il a pris des collaborateurs, mais c'est lui qui a construit le Pléiade Hölderlin. Il avait un grand respect pour le travail universitaire. Et contrairement, disons, à Annie Ernaux, j'ai appris qu'elle refusait le Pléiade, parce que c'est horrible. Lui savait que le chercheur universitaire qui fait un Pléiade, c'est pas toujours une manière d'enterrer l'auteur. Il finit pas au cimetière dans un Pléiade. Ça fait avancer la lecture. Mais ça, il avait cette supériorité de pouvoir se tenir à bonne distance. Il relisait notre travail, mais jamais il n'a fait preuve d'ingérence. Une fois, je l'ai comparé à... Je crois que c'était Beckett, pour certaines choses, parce que je trouve qu'il y a des rapports. Puis il m'a dit, écoutez, toute proportion gardée, mettez un petit frein. Vous allez enlever Beckett, parce que là, il ne voulait pas tomber dans quelque chose de forcé, de disproportionné. Il ne voulait pas le piédestal. C'est ça, il ne voulait pas de piédestal. Mais je veux dire, rarement il est intervenu, et plutôt dans ce sens-là. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Le record étant quand même atteint par St. John Perse, oui, qui a écrit la Pléiade lui-même. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a écrit la chronologie. La chronologie dans une Pléiade, c'est très important parce que ça devient, si vous voulez, pour 50 ans, comme le disait Joseph Laure, le point de repère pour toutes les personnes qui veulent travailler sur un écrivain. Donc la chronologie, c'est très très important. C'est pas du tout un détail, la chronologie des œuvres, etc. Et St. John Perse a manipulé de manière complètement délibérée sa date de naissance, il a effacé un mariage, il a fait disparaître des fréquentations qu'il jugeait devenues indignes, etc. Donc la Pléiade de St. John Perse, c'est un fake. Oui, dans le film, l'extrait qu'on voit, le premier, qui doit dater, j'imagine, des années 70, je ne sais pas, on le voit et on l'entend lire ses textes et il déclame. Et je trouve que ce côté emphatique, je ne sais pas si c'est une mode des années, je crois que dans ces années-là c'était plutôt la voix blanche, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de quand je ressens comme moi une sorte d'écart entre la manière de lire et puis ce que vous dites de lui. Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est des lectures, vous allez peut-être ne pas être d'accord, mais qui datent. Si vous écoutez Ungaretti, j'ai des enregistrements qui lisent son œuvre. C'est incroyable, vous tremblez. Hein. C'est des voix d'outre-tombe mais qui transportent les montagnes avec. Hein. Derrière la poésie, il y a la montagne. Ça déferle comme ça. Et puis Philippe Jacotet, il a toujours lu de manière sépulcrale. Je ne partage pas cette lecture. Je n'aime pas. Vous voyez que je ne le fétichise pas, je ne l'idéalise pas. Il y a des choses que je n'aime pas, notamment sa manière de lire. Mais ça lui appartient. Et je pense que c'est daté un peu, historiquement. Je pense que ça vient un peu de l'accent suisse, ce chant, cette sonorité qui est enchantante. Non, il me semble que moi je
suis né dans le Haut-Jura, tout près de la Suisse, et il y a ce chant que je pense avoir moi aussi, qu'on retrouve dans l'intonation de Philippe Jacotet, qui moi ne me dérange pas, au contraire, ça emmène une musicalité du mot, une respiration qui a une singularité qui me plaît beaucoup personnellement. Et je voudrais dire, puisque j'ai le micro, que je trouve que Charles, c'est le poète de la votation. C'est le poète du compromis. Et on peut regretter qu'il n'a pas eu une autre vie parallèle à la traduction et à la poésie qui a été la diplomatie. On en aurait beaucoup besoin aujourd'hui. Merci. Oui. Je crois qu'il y a un point important, c'est que quand on lit un poème, quand vous le lisez dans un livre, à voix basse, enfin, avec la voix intérieure, chacun et chacune construit une voix silencieuse. Et je pense que quand on voit, c'est très rare, si vous allez à des lectures, il est très très rare que la voix réelle du poète corresponde à la voix que vous prêtez au texte. Et tout simplement parce que c'est la voix de la poésie que vous avez en tête. Si même José Leflore n'aime pas la manière dont Jacotet lit, c'est tout simplement parce que quand on lit Jacotet soi, on entend une voix qui est à mon avis plus profonde que la voix vécue. Et ça, c'est une des grandes énigmes de la poésie.